Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur ce premier webinaire de la Fondation Alzheimer. L'idée, c'est tous les premiers jeudis du mois, et nous commençons aujourd'hui, de créer un rendez-vous de la Fondation Alzheimer, au cours duquel, dans cet événement qui sera 100% virtuel, des spécialistes, je dirais même mieux, les meilleurs spécialistes français de la maladie, vous présenteront différents aspects de la maladie d'Alzheimer et surtout pourront répondre à toutes vos questions. Que ce soit sur la maladie, que ce soit sur la fondation, que ce soit sur votre engagement pour nous aider à lutter contre ce terrible fléau. Alors nous avons voulu commencer ce premier webinaire par un sujet qui pose un certain nombre de questions, qui est le fait de la prévention. On pense toujours à la maladie d'Alzheimer en termes de traitement, on cherche le médicament qui va guérir la maladie d'Alzheimer, ce serait merveilleux si on pouvait l'avoir et on l'aura certainement un jour. En revanche, on ne pense pas assez à la notion de prévention de la maladie d'Alzheimer et de voir ce qu'on pourrait faire d'ores et déjà, de manière la plupart du temps non médicamenteuse, pour essayer de réduire la probabilité de développer de notre vivant une telle maladie. Alors, dans ce contexte, on vous a posé une question que vous retrouvez ici dans le sondage, qui doit être un des onglets que vous devez voir à votre droite de votre écran, auquel vous pouvez toujours répondre en direct, bien sûr, et pour savoir si vous pensez que la maladie d'Alzheimer peut bénéficier d'une prévention ou pas pour retarder justement le début de cette infection. Alors, pour discuter de ça, on a réuni aujourd'hui 3 grands spécialistes de la maladie d'Alzheimer français. Le professeur Olivier Hanon, qui est un spécialiste gériatre, professeur de gériatrie et de cardiologie à l'hôpital Broca. Il est président du Gérontopôle d'Île-de-France et lui vous parlera de votre cœur et de votre cerveau. Nous aurons ensuite le professeur Audrey Gabel, qui est professeur de neurologie et de neurosciences au Centre hospitalier universitaire de Montpellier et qui dirige là le centre mémoire de ressources et de recherche destiné spécifiquement au diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Elle s'intéressera à un élément qui est très important dans votre équilibre, dans notre équilibre mental, c'est le sommeil. Comment, en dormant mieux, on peut justement essayer de prévenir la maladie d'Alzheimer. Notre troisième spécialiste, le docteur Gaël Chetla, directeur de recherche à l'INSERM et à l'université de Caen, elle vous parlera de tout ce qui peut améliorer notre mental, notre bien-être mental, et qui, vous le verrez, peut repousser la maladie d'Alzheimer. J'aimerais quand même commencer avec vous en vous présentant un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui on pense possible de pouvoir avoir une prévention concernant la maladie d'Alzheimer. Et cette prévention, c'est toujours la même question, à quel âge on va commencer, comment faut-il la faire? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'évolution de nos fonctions cognitives, ce qu'on appelle les fonctions cognitives, les fonctions intellectuelles avec l'âge, est très particulier. Ces fonctions regroupent toute l'attention, le raisonnement, la mémoire, le langage. Les fonctions exécutives, c'est savoir faire les choses quotidiennes, par exemple, les praxies, les mouvements, les gnoses. C'est tout ça qui fait que nous pouvons interagir avec notre environnement, avec nos proches, avec les objets. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'avec l'âge, ces fonctions ont tendance, et ça c'est le vieillissement normal, à être un peu moins performantes. On est plus facilement distrait, on raisonne un peu moins vite, on a quelques petits trous de mémoire, on mélange certains mots, on ne sait plus trop comment fonctionne la super télécommande de son dernier lecteur de DVD, et on a des petites erreurs de mouvement. Ça, c'est le vieillissement normal, ça nous arrive à tous. Malheureusement, dans certaines situations, ce vieillissement s'accélère. On parle à ce moment-là d'un vieillissement pathologique, et vous voyez que ces fonctions intellectuelles et cognitives ralentissent beaucoup plus que dans le cas de quelqu'un qui a un vieillissement normal. À tel point qu'à certains moments, les pertes de mémoire deviennent un problème, un frein social, une contrainte. Et jusqu'à un certain moment où ces pertes de mémoire s'accompagnent d'autres éléments et d'autres symptômes qui conduisent à un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc ce diagnostic de maladie d'Alzheimer survient
en général entre les pertes de mémoire et l'évolution, le diagnostic positif de la maladie. Donc c'est généralement, malheureusement, ce qui se passe dans ce cas. Or, si on regarde ce genre de courbe, l'idée serait quand même de pouvoir essayer de ralentir en fait ce vieillissement pathologique accéléré, parce que vous verrez que ça va avoir plusieurs avantages. Si au lieu d'avoir une perte de ses fonctions cognitives aussi rapide, on la ralentit un petit peu, on n'arrive pas complètement au vieillissement normal, vous voyez que finalement, le moment où on va faire le diagnostic entre la perte de mémoire et la maladie d'Alzheimer va être plus tardif. Donc ça veut dire que les premiers symptômes qui définissent la maladie d'Alzheimer vont apparaître avec un certain délai. Donc on va gagner du temps par rapport à la maladie. Et on peut gagner tellement de temps que, à cet âge-là, qui malheureusement est souvent élevé, on a un risque de décéder d'autre chose extrêmement important. Et le concept, l'hypothèse serait qu'on pourrait même décéder avant même qu'on ait posé le diagnostic. C'est-à-dire que on pourrait finalement, en repoussant extrêmement tard l'âge de début des premiers symptômes, finalement faire en sorte que socialement et cliniquement la maladie n'apparaisse pas, bien que biologiquement présente. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que finalement, si on pouvait avoir une idée un peu de l'évolution de cette maladie avec le temps, et si on avait des preuves de tout ça, ça nous aiderait beaucoup à croire finalement qu'une prévention est possible. Et c'est ce qui s'est passé maintenant depuis 5 ans, où en analysant les données qu'on a dans des grandes enquêtes épidémiologiques, alors c'était fait d'abord en Hollande, puis en France, puis à différents endroits, là j'ai repris la dernière enquête qui est une enquête américaine, sur une grande étude qui s'appelle l'étude de Framingham, où les gens depuis 1957, je dis bien de 1947, pardon, sont suivis, et jusqu'à présent, d'un point de vue médical et clinique. Et ils ont donc regardé, en fonction des cohortes d'âge, les gens qui ont fait leur surveillance jusqu'en 1980, quelle était la fréquence des nouveaux cas de maladie d'Alzheimer. En 1980, c'était 3,6% de cette étude. Et puis, ils ont regardé ensuite, en 1990, 2,8%. En 2000, 2,2%. Et en 2010, 2%. Donc, vous voyez une lente diminution qui, contrairement à ce qu'on pensait d'une augmentation ultra rapide, qui existe toujours dans le cadre de cette maladie, du coup, on s'est dit, mais à quoi est-ce dû cette petite baisse? Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de facteurs qui avaient évolué dans la même période, par exemple le nombre d'années d'études, par exemple la prévention cardiovasculaire, étaient venus interagir avec l'âge de début de cette maladie et amener à repousser cet âge de début, entraînant cette diminution apparente de l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Donc la conclusion qu'on en a tirée à ce moment-là, c'est qu'il est possible, et ça on le voit directement dans ces études, de repousser l'âge de début des premiers symptômes. La question c'est, oui c'est possible, mais comment? C'est pour ça que dans un contexte de recherche, on s'est intéressé à savoir pourquoi il y avait certaines personnes qui développaient une maladie d'Alzheimer à 70 ans et d'autres à 90 ans ou à 95 ans. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des différences, essentiellement dans la vie quotidienne de ces personnes, qui pouvaient expliquer ces différents points. Différentes études ont été mises en place et ça a permis de faire toute une liste de facteurs qui permettent de repousser l'âge de début de ces premiers symptômes, la plupart de ces facteurs ayant bénéficié d'études scientifiques, d'études épidémiologiques qui confirment cette hypothèse. Alors, comment tout cela peut-il se faire? Puisque normalement, dans cette maladie d'Alzheimer, on a une perte régulière d'un certain nombre de neurones. Il faut savoir que tout ça repose sur une hypothèse qu'on appelle, nous en tant que scientifiques, la réserve cognitive, et considérer cette réserve cognitive qu'en fait comme notre capital cerveau. Un capital cerveau comme un capital retraite que vous allez entretenir tout au long de votre vie pour qu'il vous soit le plus utile jusqu'à la fin de vos jours. Et comment se définit cette réserve cognitive? Vous savez qu'on a tous, en moyenne, aux alentours de 25 ans, notre nombre de neurones définitifs qui oscille entre 80 milliards et 100 milliards de neurones, et qu'après, en général, à de très rares exceptions près, ils ne se renouvellent pas. En revanche, chacun de nos neurones est capable de faire 10 000 connexions avec des neurones différents. Donc, quand vous multipliez 10 000 connexions par 100 milliards de neurones, vous voyez le chiffre absolument gigantesque de connexions et de possibilités que vous avez. Et ça, ces connexions, on peut les faire tout au long de notre vie grâce à un certain nombre d'actions. Alors, la Fondation Alzheimer, maintenant depuis 2 ans, a essayé de lister l'ensemble de ces actions, de le rendre de manière très pratique, d'en faire des outils quotidiens pour essayer d'améliorer son cerveau, pour le garder toujours en pleine forme, et avec un élément qui est très important à la Fondation,
qui est que ce que l'on cherche, c'est bien sûr traiter la maladie d'Alzheimer, mais aussi donner en quelque sorte un futur à notre mémoire. Et en fait, on s'est rendu compte que pour essayer de repousser l'âge de début de ces premiers symptômes, il y avait 4 grands secteurs d'intervention. Le premier, c'est de se servir de son cerveau. C'est généralement l'élément qu'on connaît le mieux et qui consiste essentiellement à réfléchir, à faire travailler son cerveau en sachant que, par exemple, une des meilleures stimulations du cerveau, c'est la lecture. Et on pense toujours fonction intellectuelle, mais il faut savoir que le bricolage, le jardinage, les voyages sont des pratiques qui permettent justement d'utiliser son cerveau de manière extrêmement active et ainsi de participer au fait de repousser l'âge de début des premiers symptômes. Le deuxième grand type d'action qui nous permet de protéger notre cerveau, qui nous permet d'entretenir notre cerveau, c'est de le protéger. Parce que le cerveau est un organe extrêmement compliqué, il est très fragile, il est protégé par notre boîte crânienne, par ses os, il est protégé par une barrière entre le sang et les cellules du cerveau, mais ces barrières peuvent être fragilisées, ne serait-ce que par des traumatismes, ne serait-ce que par des médicaments ou des produits toxiques comme l'alcool qui viennent abîmer la barrière qu'il y a entre le sang et le cerveau. Et on se rend compte ainsi que le fait de protéger le cerveau, là encore, améliore notre capital cerveau dans le temps et donc notre réserve cognitive. Troisième élément, et c'est un de ceux-là dont on va énormément parler ce soir, c'est qu'en fait notre cerveau dépend profondément de notre corps et notre cerveau sain n'est sain que si notre corps est sain. Donc tout un tas d'éléments de bonne santé interviennent dans cette capacité à repousser l'âge de début des symptômes. C'est le cas du problème du cœur, d'avoir un cœur en bonne santé, c'est le cas du sommeil, c'est le cas du bien-être mental, et on y reviendra en détail avec nos experts dans quelques instants. Enfin, et je voudrais conclure là-dessus cette introduction, ce qui stimule également le plus notre cerveau, c'est notre humeur et la vie en société. Excusez-moi, ce sont les deux alliés de notre cerveau, et tout ce qui est relation humaine, tout ce qui est interaction, est essentiel au maintien du bon fonctionnement de notre cerveau et de notre capital cerveau. Alors vous savez que le fait de rencontrer, d'avoir beaucoup de relations, d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir beaucoup de relations amis ou pas, mais d'interagir est un élément extrêmement important. Et vous savez que ces derniers temps, depuis le mois de mars dernier, est arrivé quelque chose qui vient interférer de manière extrêmement importante avec nos relations sociales. C'est bien sûr l'épidémie de Covid-19 qui a créé ce qu'on appelle normalement une distanciation physique, c'est-à-dire qu'on doit se tenir à distance les uns des autres, mais qui entraîne surtout une distanciation sociale avec toutes les souffrances que ça entraîne, que ce soit chez les jeunes ou chez les personnes âgées. Donc, on voit la vaccination arriver, on espère énormément, et un autre élément qui protège de la maladie d'Alzheimer dans des conditions extrêmement positives, c'est l'optimisme. Et je crois que c'est ça que l'on va devoir attendre, cet optimisme. On peut commencer. L'optimisme, ce n'est pas quelque chose, on n'est pas soit optimiste, soit pessimiste. L'optimisme, ça se travaille. Par exemple, si vous souriez en permanence, vous verrez que votre état d'esprit change et vous vous tournez plus facilement vers l'optimisme. Donc voilà, pour conclure cette introduction, je voudrais vous dire qu'on est vraiment ravis de vous avoir tous aujourd'hui, et je vais maintenant laisser la place aux différents spécialistes qui vont intervenir. Le premier, le professeur Olivier Hanon, professeur de gériatrie et cardiologue à l'hôpital Broca à Paris, président du Gérontopole Île-de-France, qui va vous expliquer comment protéger son cœur pour protéger son cerveau. Bonjour à tous. C'est effectivement un plaisir d'être là pour participer à cette première émission webinaire de la Fondation. Donc moi, je suis le professeur Olivier Hanon, je suis professeur de gériatrie à Paris, je travaille à l'hôpital Broca, je dirige le Centre Mémoire de ressources et de recherche de l'hôpital Broca. Et on va parler de la première façon de protéger son cerveau. C'est de protéger ce risque de développer des troubles de la mémoire et de maladie d'Alzheimer, qui est de s'occuper de ses artères
et notamment de ces artères vasculaires à visée cérébrale. Alors, quand on regarde les facteurs de risque dont le professeur Amiguel a parlé tout à l'heure, de risque de développer une maladie d'Alzheimer, on essaie de différencier deux types de facteurs. Les facteurs qu'on appelle non modifiables et surtout les facteurs qu'on appelle modifiables, sur lesquels je vais pouvoir agir pour essayer de prévenir. Alors, les non modifiables, malheureusement, on ne sait pas empêcher le vieillissement, on ne sait pas changer de sexe, on ne sait pas changer la génétique pour l'instant. Donc, je vais surtout parler des facteurs modifiables. Et vous voyez que dans ces facteurs modifiables, eh bien, il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, qui sont des facteurs qui abîment les artères, et donc qui vont abîmer à la fois les artères du cœur et à la fois les artères du cerveau. Ces facteurs sont l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l'obésité, ce qu'on appelle la surcharge pondérale, et le fait de ne pas faire d'activité physique. Et donc, vous voyez que ces facteurs qui vont à la fois protéger les vaisseaux du cœur et à la fois les vaisseaux des artères du cerveau, eh bien, vont pouvoir réduire, retarder, comme on l'a très bien vu sur le petit schéma tout à l'heure, la survenue d'une maladie d'Alzheimer. Alors, le principal facteur, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est la maladie la plus fréquente en France à partir du moment où on atteint l'âge de 70 ans. Vous voyez, je suis aussi président du comité français de lutte contre l'hypertension artérielle qui est destiné justement aux patients. Vous pouvez aller sur ce site, vous verrez aussi plein de données sur l'hypertension artérielle. Et vous voyez ce petit schéma, hein, l'hypertension fait perdre la tête. On sait maintenant que effectivement, bien, le fait d'avoir de l'hypertension, d'abîmer les vaisseaux à la fois du cœur et du cerveau, va entraîner des troubles de la mémoire. Alors, il y a eu un très beau rapport du Haut Conseil de la santé publique qui a bien décrit, vous voyez, publié en décembre 2019, que l'hypertension artérielle était un des facteurs de risque le plus étudié dans la survenue de la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées, ce qu'on appelle les troubles vasculaires, les troubles cognitifs vasculaires, et que plusieurs études scientifiques retrouvent une relation entre le fait que j'ai une pression artérielle élevée et que j'ai un risque d'avoir des troubles de la mémoire, ce qu'on appelait avant la démence, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer. Alors schématiquement, vous voyez que et c'est des choses qui ne se font pas en 3 ans, hein, c'est sur 20 ans d'hypertension artérielle. Si j'ai une hypertension artérielle à ce qu'on appelle l'âge moyen de la vie, vers 50 ans, j'augmente mon risque de développer une maladie d'Alzheimer de 61%. Si j'ai un diabète, j'augmente mon risque de développer une maladie d'Alzheimer de 46%. Si j'ai une surcharge pondérale, une obésité, j'augmente mon risque de développer une maladie d'Alzheimer de 60%. Si je ne fais pas d'activité physique, j'augmente mon risque de développer une maladie d'Alzheimer de 82%. Et si je suis fumeur, j'augmente mon risque de développer une maladie d'Alzheimer de 59%. Et vous voyez que tout ça peut être en plus cumulatif. Je peux avoir une hypertension, un diabète, une surcharge pondérale, un tabagisme et une inactivité. Et là, vous voyez que j'augmenterai mon risque encore plus. Et ce qui est très, très important, c'est que pour chacun de ces items, eh bien, je peux avoir une prévention, traiter mon hypertension, traiter mon diabète, réduire mon obésité, reprendre de l'activité physique, arrêter de fumer. Et donc, du coup, je vais retarder mon risque et diminuer mon risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et donc, vous voyez tout ça, depuis le moment où je nais jusqu'à la fin de mes jours, eh bien, j'ai tout un chemin où je vais avoir ces facteurs de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et tout au long de ma vie, je peux agir pour essayer de retarder, d'intervenir pour justement ne pas avoir, ne pas abîmer en fait mes vaisseaux à la fois du cœur et du cerveau. Et finalement, quand on reprend à la fin les facteurs potentiellement modifiables, eh bien, on a près de 35% de facteurs modifiables de la maladie d'Alzheimer. Et donc 35%, en fait, c'est très important si on peut agir sur cette maladie.
Alors, quels sont les mécanismes? Je ne vais pas rentrer dans les détails beaucoup, mais en fait, je vous ai dit, on abîme ces vaisseaux, ces petits vaisseaux cérébraux, qui peuvent soit se boucher, soit être rétrécis et entraîner une mauvaise perfusion du cerveau. Et puis, on sait aussi que cette mauvaise perfusion du cerveau peut favoriser la formation des fameuses plaques amyloïdes qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer. Et on peut faire de l'imagerie cérébrale où on peut voir ces petites lésions arriver au niveau du cerveau. Donc, cette hypertension, ces lésions vasculaires vont favoriser à la fois une hypoperfusion du cerveau, à la fois la formation des plaques amyloïdes. Et alors, on a des études qui sont très, très démonstratives. Vous voyez qu'ici, c'est l'effet du traitement de l'hypertension artérielle dans une étude européenne. Là, c'était des gens qui prenaient en haut du placebo, donc qui n'avaient pas de traitement antihypertenseur. Et en bas, ce sont des gens qui prennent un traitement antihypertenseur. Et vous voyez que le traitement de l'hypertension a réduit de 55% la survenue de troubles de la mémoire, de troubles cognitifs. Donc, c'est majeur, hein, 55% de réduction quand on prend en charge ces maladies cardiovasculaires. L'activité physique, eh bien, quand on reprend l'activité physique, ça réduit de 34% le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et donc, finalement, pour conclure, vous voyez que si on arrivait à améliorer soit de 10% tous ces facteurs de risque vasculaire, ou même de 20%, de 10%, on réduirait en disant 10 millions de malades d'Alzheimer en moins. Si c'était 20% de réduction, ça serait 2 fois plus, on réduirait de 16 millions le nombre de patients de maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une façon d'agir, hein, c'est des chiffres, alors là, c'est au niveau mondial, hein, mais ça donne des chiffres impressionnants. Il y a une façon de réduire en protégeant ces vaisseaux. Et donc, pour conclure, on va protéger son cœur pour éviter deux choses. À la fois, je protège les vaisseaux du cœur, donc je vais éviter une maladie cardiaque, je ne ferai pas d'infarctus, je ne ferai pas d'accident vasculaire cérébral. Et puis, je vais aussi protéger mes vaisseaux du cerveau et je vais éviter une maladie d'Alzheimer. Donc, il y a vraiment un double bénéfice sur le cœur et sur le cerveau. Quels sont les moyens pour protéger son cœur? Il faut traiter ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaires, traiter son hypertension artérielle, avoir une pression artérielle inférieure à 140-90, c'est les fameux 14,9, hein, mais inférieure à 140-90, traiter son diabète, avoir une hémoglobine glycosylée inférieure à 7%, arrêter de fumer, avoir une alimentation adaptée, notamment lutter contre le surpoids. Et pour ça, on peut faire un petit calcul. Hein, vous prenez votre poids en kilos divisé par votre taille en mètre carré, ça doit être inférieur à 25. Et puis enfin, faire de l'exercice physique. Vous savez qu'on recommande au moins 30 minutes, 3 fois par semaine d'exercice physique, qui peut être juste de la marche. Hein. Moi, souvent, je dis à mes patients, si vous allez au travail, eh bien, vous descendez en métro, vous descendez une station avant et vous faites la dernière à pied, ça tous les jours. Ça vous fait faire une partie de votre exercice physique. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Et donc, j'attends vos questions. Oui, alors je m'appelle Magali Dumont, je suis déléguée scientifique à la Fondation Alzheimer et je vais être votre porte-parole ce soir. C'est donc moi qui vais poser les questions aux différents intervenants et je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire sur l'onglet « Questions » qui se trouve en haut à droite de l'écran. Une première question, Olivier, qui concerne le diabète justement. Une personne demande « Alzheimer a été récemment défini comme le diabète de type 3. Cela prédispose à envisager des mesures de prévention. Qu'en pensez-vous » Eh bien, il est très clair que le diabète augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Il y a plusieurs mécanismes, à la fois des lésions des vaisseaux, aussi favoriser la formation des plaques amyloïdes. Et il est absolument majeur de bien traiter son diabète. Donc, à la fois le régime et les médicaments antidiabétiques. Et donc, pour ça, on a quelque chose à surveiller, qui sont l'hémoglobine glycosylée. Et effectivement, il faut être très précautionneux. Ça ne se fait pas en 3 ans, hein, mais 20 ans de diabète mal contrôlé multiplie par 2 le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, en lien avec ça, une question concernant la nutrition. Y a-t-il des aliments à privilégier pour prévenir la maladie d'Alzheimer ? Alors, c'est très difficile parce qu'on n'a pas d'étude d'intervention. On peut pas, pour démontrer que quelque chose est efficace, il faut une étude d'intervention, comparer 2 groupes.
un groupe, alors de dire à un groupe, vous allez manger sainement et vous n'allez pas manger sainement, vous voyez que ce n'est pas possible de faire ce type d'études. Donc après, c'est sur des études où on observe ce que mangent les gens. Vous savez qu'on recommande de manger des fruits et des légumes. Donc effectivement, suivre les conseils d'alimentation adaptés et pas manger des choses qui vont être toxiques pour le cœur et donc de ne pas manger de graisse de façon importante, c'est probablement des aliments, manger du poisson. Vous voyez, tout ça, c'est probablement des éléments importants sans qu'on ait la preuve absolument certaine. Merci Olivier. Une autre question qui sort un petit peu du champ que tu as traité, mais qui est particulièrement intéressante. Est-ce qu'il y a un lien entre la prise d'antidépresseurs ou la dépression et la maladie d'Alzheimer? Alors, je crois qu'il y a un webinaire qui va être prévu sur cette thématique qui est absolument effectivement majeure, qui est assez complexe parce que souvent, quand on développe une maladie d'Alzheimer, il y a aussi toujours une part de dépression qui est associée. Donc, c'est un peu le problème, la poule et l'œuf, qu'est-ce qui est arrivé le premier? Et du coup, quand on est déprimé, on prend des antidépresseurs. Donc, c'est assez difficile de conclure de façon certaine, mais il y a quand même une bonne probabilité qu'il y ait une relation entre dépression, antidépresseurs et risque de développer une maladie d'Alzheimer. Une autre question en lien justement avec ces substances. Y a-t-il un effet et comment de la consommation d'alcool et de la consommation de stupéfiants? Alors, il a été bien démontré que l'alcool va favoriser le risque de troubles cognitifs. Est-ce qu'on parle vraiment de maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée? En tout cas, très clairement, l'alcool a des effets toxiques pour les neurones et peut provoquer des troubles neurocognitifs. Sur les stupéfiants, on a un peu moins de recul et on a moins de données parce qu'on ne connaît pas très bien qui prend des stupéfiants, mais on sait aussi que les stupéfiants ont des effets toxiques sur les fonctions cognitives. Alors, une question sur l'hypertension. Quand vous parlez d'hypertension artérielle, incluez-vous l'hypertension diastolique et ou quant à la différence entre tension diastolique et systolique est inférieure à 4? Alors là, ça devient un peu technique. Vous savez qu'il y a deux chiffres de pression artérielle. Le premier, c'est ce qu'on appelle la systolique, hein, donc c'est le fameux 140, il faut être en dessous de 140. Et le second, c'est la diastolique, donc là, c'est 90, il faut être en dessous de 90. Effectivement, les études retrouvent que c'est de l'hypertension, qu'elle soit systolique ou diastolique, notamment à l'âge moyen de la vie, donc vers 50 ans, qui est associé à un surrisque de maladie d'Alzheimer. Merci Olivier. On revient aux questions concernant les maladies mentales. Donc, une personne se pose la question du risque quand une personne prend des maladies en lien avec la schizophrénie, un traitement particulier qui s'appelle l'aripiprazole. Alors là, on est toujours sur la prise des médicaments psychotropes et des pathologies psychiatriques. Il est possible que ces médicaments puissent favoriser, mais le diagnostic doit être, il faut faire la différence entre une maladie psychiatrique et une maladie d'Alzheimer, différentes. Et le fait d'augmenter le risque de maladie d'Alzheimer n'est pas complètement démontré. On sait que quand on est, des fois, c'est deux choses vraiment exposées à ces médicaments-là, ce qu'on appelle les psychotropes, on a peut-être un surrisque, mais la preuve reste encore, il y a encore d'autres études de recherche qui doivent être faites. Donc, ce n'est pas parce qu'on a cette maladie et tel médicament qu'on a un risque, ça je veux vous rassurer. Il est peut-être un petit peu augmenté, mais en tout cas, l'association est quand même assez faible. Alors, une question qui sera traitée un petit peu plus loin, donc si tu peux simplement être assez général dans ta réponse, ça concerne le stress. Et la question est, le stress favorise-t-il la maladie? Alors, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas trop détailler. C'est pareil pour les maladies cardiaques, notamment l'hypertension. Est-ce que le stress est associé à l'hypertension? Ce n'est pas si facile de répondre parce qu'il y a plein de stressés qui ont une hypertension, il y a plein de stressés qui n'ont pas d'hypertension. Et donc, l'association n'est pas aussi forte que ça, mais elle est peut-être un tout petit peu, mais de façon assez modérée. Donc, on peut rassurer tous les gens stressés. Il n'y aura pas un risque majeur
heureusement, de développer des troubles de la mémoire dans le futur. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Olivier. On peut passer la parole à notre prochain spécialiste, Audrey Gabel, qui va donc nous parler du sommeil. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi aussi également, je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire de la Fondation et de vous parler d'un autre facteur de risque potentiel sur lequel on peut agir, c'est le sommeil. Donc, dans ces éléments de sommeil, il est aussi lié avec l'âge. Donc, entre guillemets, le sommeil prend aussi quelques rides au fil des années, et en particulier sur l'aspect de qualité de sommeil et sur les éléments de rythme. Donc, la plainte de sommeil est d'ailleurs assez fréquente chez les personnes de plus de 75 ans, avec essentiellement des éléments un peu diffus de troubles du sommeil, mais il existe également une plainte un peu plus spécifique sur la somnolence au cours de la journée, avec une somnolence qui est considérée par les personnes comme excessive ou comme différente par rapport à ce qu'elles faisaient avant. Globalement, avec l'âge, on observe une réduction de la durée du sommeil de nuit, avec essentiellement un sommeil qui se fait sur à peu près 7 heures, mais pas de réduction de la quantité totale de sommeil sur les 24 heures, puisque souvent, cette réduction de sommeil de nuit est quelque peu compensée par des siestes, ce qui fait qu'il y a une répartition du besoin de sommeil sur les 24 heures. On peut observer une légère augmentation du temps d'endormissement et quelques éveils également nocturnes, ou parfois une durée moyenne entre les éveils qui est un petit peu plus longue que précédemment sur des sujets plus jeunes. Globalement aussi, on observe ce qu'on appelle une avance de phase, c'est-à-dire des personnes qui vont se coucher plus tôt et qui se lèvent plus tôt, donc en général vers 21 heures ou 22 heures maximum, et qui se lèvent entre 5 et 6 heures du matin. Alors bien évidemment, ces modifications-là de sommeil avec l'âge sont tout à fait physiologiques. Elles peuvent avoir aussi être liées à des impacts de facteurs extérieurs, les médicaments, l'hygiène de vie, des rythmes de vie qui sont un petit peu différents, des modifications aussi des repères sociaux. Ça peut être également un manque d'activité physique et puis un manque de lumière ou de rythme biologique qui est modifié par des activités qui sont un petit peu différentes. Mais ça peut être aussi, indépendamment de l'âge, en lien avec des pathologies et en particulier en lien avec des troubles cognitifs. Alors, les liens entre le sommeil et la mémoire, ou les liens entre le sommeil et le déclin cognitif sont connus depuis de nombreuses années et sont analysés depuis de nombreuses années sur des grandes cohortes, incluant des patients qui sont suivis sur de très nombreuses années, qui ont une moyenne d'âge entre 65 et 70 ans. Et sur ces différentes cohortes, on avait pu déjà mettre en évidence le fait que les troubles du sommeil, que ce soit la somnolence ou l'insomnie, étaient des facteurs de déclin cognitif, des facteurs de démence, et ça, indépendamment de l'âge ou indépendamment d'autres facteurs qui pouvaient expliquer les troubles du sommeil ou qui pouvaient expliquer le déclin, comme les aspects de dépression, les modifications de durée de sommeil et les aspects potentiellement vasculaires. On sait en effet que les troubles du sommeil induisent des modifications, en particulier sur la mémoire, et vous avez tous, indépendamment d'une maladie d'Alzheimer ou d'une démence, expérimenté que si vous dormez moins, si vous êtes en dette de sommeil, vous avez des difficultés de mémoire, quelques troubles attentionnels et parfois même des éléments de comportement avec une irritabilité. Ça, c'est tout à fait, on va dire, standard, mais c'est poussé à l'extrême, bien évidemment, quand il y a une pathologie neurodégénérative sous-jacente. Et c'est assez récemment qu'on s'est intéressé au lien entre le sommeil et
des marqueurs de maladie d'Alzheimer, des marqueurs qu'on connaît et qu'on aura l'occasion de voir en détail au cours d'un prochain séminaire sur la physiopathologie de la maladie. Mais dans la maladie d'Alzheimer, peut-être que vous savez qu'il y a une des lésions qui est très précoce dans le cerveau, qui s'appelle les lésions amyloïdes, qui sont responsables de ce qu'on appelle les plaques amyloïdes au niveau cérébral. Et les études en 2013 ont commencé à montrer un lien entre la durée de sommeil et la présence de ces plaques. Alors, ces études ont fait grand bruit puisqu'elles soulignaient, chez des personnes qui n'avaient pas de troubles cognitifs, qui n'avaient pas de démence, qui étaient suivies dans le cadre de cohortes. On leur avait simplement posé la question, quelle est votre durée de sommeil? Combien estimez-vous dormir? Moins de 6 heures, entre 6 et 7 heures et plus de 7 heures. Ces personnes-là avaient été suivies et on leur avait fait une imagerie cérébrale en particulier pour mesurer l'amyloïde. Et vous voyez sur ce graphique, alors vous n'êtes pas médecin nucléaire, mais vous voyez qu'il y a un effet de plaques. Donc plus c'est rouge, plus en fait il y a des plaques amyloïdes. Et donc les personnes qui décrivaient dormir moins de 6 heures, a priori présentaient plus de plaques amyloïdes que les personnes qui décrivaient dormir plus de 7 heures. Et en particulier, ces plaques amyloïdes étaient localisées dans des zones qui sont des zones aussi à risque de maladie d'Alzheimer. Donc, on était relativement inquiets, et en particulier ceux qui dorment peu, en se disant je dors peu et donc je suis à risque de maladie d'Alzheimer. Donc, nous avons essayé de reproduire cette étude avec des données françaises sur des sujets également suivis à partir de 70 ans qui déclaraient donc leur durée de sommeil et également sur des questionnaires un petit peu plus objectifs de durée de sommeil de nuit. On leur a fait également du coup cette imagerie amyloïde et nous n'avons pas mis en évidence de différence entre la durée de sommeil estimée par le patient ou par la personne, puisqu'elle n'a pas les troubles, et la survenue ou le risque augmenté de plaques amyloïdes. Donc, il semble que ce soit un tout petit peu plus compliqué en termes d'équation sur « je dors peu, je suis à risque de maladie d'Alzheimer » et c'est peut-être plus la qualité du sommeil que la quantité du sommeil. Donc, on s'est donc intéressé à cet aspect de qualité de sommeil ou d'efficacité de sommeil. Et il y a eu de très beaux travaux faits par des mesures là beaucoup plus objectives, pas simplement une déclaration qui peut être soumise aussi à caution, puisque déclarer je dors 6 heures, je dors 7 heures, parfois, en particulier chez les personnes âgées, on peut avoir des reports d'horaires qui sont un petit peu moins précis. Et donc, dans cette étude, avait été utilisé ce qu'on appelle un actimètre, c'est l'équivalent d'une montre, qui mesure l'endormissement et la durée en fait de sommeil de nuit. Et il avait donc été montré dans cette étude que les personnes qui avaient une efficacité de sommeil très bonne étaient en fait moins à risque de développer de l'amyloïde, là qui était mesurée dans la ponction lombaire, pas au niveau de l'imagerie, mais au niveau de la biologie. Et donc, cette étude avait soulevé le fait que les personnes qui avaient de l'amyloïde au niveau biologique présentaient une plus faible efficacité de sommeil. Cela avait également été montré en lien avec la mémoire, c'est-à-dire que non seulement l'efficacité de sommeil est liée aux plaques amyloïdes ou en tout cas à la charge amyloïde au niveau cérébral, mais en plus, elle a un impact sur la mémoire avec des effets délétères. Donc, chez les sujets qui ont ces plaques amyloïdes, une mauvaise efficacité de sommeil aggrave les troubles cognitifs, en tout cas un effet délétère sur les tests et en particulier les tests de mémoire. Donc, un lien un peu plus avancé sur l'aspect de qualité et d'efficacité de sommeil, et ce, chez des sujets qui n'ont pas de maladie au sens clinique,
c'est simplement des sujets à risque de développer cette pathologie parce qu'ils ont de l'amyloïde au niveau du cerveau. Alors, par rapport à cette amyloïde, on s'est aussi posé la question quels étaient les acteurs qui pouvaient jouer dans ce lien entre le sommeil et ces dépôts amyloïdes. Et tous les travaux qui ont été menés pour mieux comprendre ont permis de mettre en évidence que l'amyloïde n'est pas stable au cours du temps. L'amyloïde fluctue, donc vous n'avez pas le même taux d'amyloïde le matin, le midi, le soir. Ça fluctue également un petit peu d'un individu à un autre. Et on connaît des marqueurs qui ont un impact sur ces aspects de veille-sommeil et de régulation du cycle veille-sommeil, et en particulier un marqueur que peut-être vous connaissez dans d'autres pathologies qu'on appelle l'orexine. Et des travaux ont permis de montrer que l'orexine était augmentée chez les personnes qui présentaient une maladie d'Alzheimer clinique, et ça dès les stades très précoces de la maladie. Qu'à l'inverse, des patients qui, pour d'autres raisons et dans le cadre d'autres maladies de sommeil comme la narcolepsie, c'est une maladie où les personnes n'ont absolument pas d'orexine, on a pu mettre en évidence que les patients qui n'ont pas d'orexine sont moins à risque de développer des plaques amyloïdes. Et puis, il commence à avoir des travaux très intéressants sur les traitements anti-orexine qui permettraient de réduire les plaques amyloïdes, donc un champ potentiel aussi d'intervention thérapeutique, en plus de l'aspect, on va dire, hygiène de sommeil sur l'amélioration de l'efficacité et de la qualité du sommeil. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant sur cet impact du sommeil, c'est que ça semble même modifier l'aspect potentiellement génétique, c'est-à-dire, ou en tout cas de susceptibilité génétique. On en parlera également dans le cadre d'un autre webinaire, mais il y a des personnes qui présentent une augmentation du risque de développer la pathologie, une susceptibilité génétique parce qu'ils portent ce qu'on appelle l'ApoE4, l'apolipoprotéine E4. Ces personnes-là sont plus à risque de faire de l'amyloïde et de développer une maladie d'Alzheimer. Et chez ces personnes, quand on combine ce facteur de risque et une amélioration de la consolidation du sommeil, on limite considérablement leur risque de développer la maladie et de faire un déclin en mémoire. Vous voyez sur ce schéma qui dépend de la consolidation du sommeil. Vous voyez sur la courbe en pointillé rouge correspond aux personnes qui ont ce facteur de risque, donc qui sont plus à risque de développer la maladie. Et vous voyez que chez les personnes qui ont une très mauvaise consolidation de sommeil, le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer est très augmenté par rapport aux sujets qui sont ApoE4. Et si vous améliorez, en fait, ou en tout cas les personnes qui avaient une très bonne consolidation de sommeil, vous voyez que les deux courbes sont quasiment parallèles. Et il en est de même pour le déclin de mémoire, c'est-à-dire les sujets qui finalement ont ce facteur de risque mais ont une très bonne consolidation de sommeil, finalement ont exactement la même courbe en termes de déclin annuel de mémoire. Donc on aurait une possibilité en identifiant ces sujets à risque, d'optimiser leur qualité, leur consolidation de sommeil pour limiter donc cette susceptibilité génétique de développer la pathologie. Donc, en conclusion, le sommeil, vous le savez, est vital. Il intervient dans de nombreux processus physiologiques. Il est essentiel d'avoir une bonne hygiène de sommeil. C'est parfois pas si évident, mais il y a, on va dire, des techniques d'hygiène du sommeil qui peuvent être mises en place. Ça semble essentiel pour prévenir les troubles cognitifs et potentiellement leurs conséquences. Il y a des liens très clairs qui commencent à être définis entre le sommeil, l'amyloïde et certains marqueurs de régulation veille-sommeil. Il est tout à fait essentiel de dépister ces troubles du sommeil. Donc, à la consultation mémoire sur une plainte, on organise de plus en plus une détection des troubles du sommeil, quel que soit leur type, que ce soit l'insomnie, la somnolence ou des modifications des rythmes veille-sommeil.
Il est important de prendre en soin ces troubles, vous l'avez vu, à la fois pour prévenir le déclin cognitif, quelles que soient les causes, mais aussi la maladie d'Alzheimer, en particulier chez les sujets à risque. Et puis, c'est potentiellement cet acteur sommeil qui pourra, peut-être dans quelques années, avoir des pistes thérapeutiques innovantes, en particulier sur l'antiorexine, qui est actuellement en cours d'évaluation pour prévenir la survenue de la maladie d'Alzheimer clinique chez les personnes qui sont à risque de déployer cette pathologie. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Audrey. Avant de commencer les questions, est-ce que tu pourrais redéfinir ce qu'est la consolidation du sommeil et comment on peut mesurer facilement l'efficacité du sommeil, s'il te plaît? Alors, la mesure facile, ce n'est pas forcément très évident. Il faut quand même des outils un peu objectifs, mais l'actimétrie permet de le faire. Et puis, vous pouvez, on pourra vous faire passer d'ailleurs sur le site les équations qui permettent de calculer cette consolidation et cette efficacité de sommeil. Globalement, ça dépend du temps passé au lit et du temps de sommeil passé au lit. Donc, plus vous êtes efficace en termes de sommeil, plus finalement votre temps passé au lit est court, mais vous dormez très bien dès que vous êtes allongé et vous vous relevez. Voilà. Donc, il y a une efficacité de sommeil qui vraiment peut être mesurée par ces deux approches. Mais c'est quand même des calculs, on va dire. Voilà, c'est pas simplement j'ai l'impression de bien dormir ou j'ai pas l'impression de bien dormir. Et donc, est-ce que tu peux du coup définir le terme de consolidation du sommeil? Alors, c'est les mêmes éléments qui sont basés sur l'efficacité. Dans cette étude de consolidation du sommeil, c'est basé sur de l'actimétrie. Et donc, il y a un logiciel un peu spécifique qui nous permet d'analyser sur les données d'actimétrie et de faire un score de consolidation de sommeil. Mais ça dépend quand même beaucoup de l'efficacité, en fait, justement, du sommeil, donc de la qualité de sommeil. En particulier, d'avoir un sommeil moins fragmenté, de faire plus de sommeil lent profond. Donc, il y a certaines phases de sommeil qui sont à prioriser du coup pour avoir une qualité en fait de sommeil. Donc, ça se modifie surtout par l'hygiène du sommeil. Merci Audrey. Donc, une première question d'une personne qui s'interroge sur sa situation. C'est une personne qui se réveille de nombreuses fois durant la nuit, 2 ou 3 fois, qui a des difficultés à se rendormir, une apnée modérée, qui est asymptomatique à risque 4 sur 4 et qui se demande du coup ce qu'elle peut faire pour pouvoir améliorer sa situation en termes de sommeil. Alors en fait, il y a ce qu'on appelle des thérapies un peu comportementales aussi pour le sommeil, pour que justement il y ait moins de réveils nocturnes, parce que malheureusement, quand on prend de mauvaises habitudes du sommeil, finalement ça perdure. Et donc il finit par y avoir aussi une sorte d'angoisse de se réveiller plusieurs fois par nuit, qui finalement fait que vous vous réveillez justement plusieurs fois par nuit. Dans ce cas-là aussi, peut-être que l'apnée pourrait être appareillée, même si les critères sont limites, le fait qu'elle soit à risque de développer ces pathologies, l'optimisation en fait de son apnée peut permettre aussi de réduire son risque. On n'en a pas parlé parce que le temps nous est compté, mais les apnées du sommeil sont aussi à risque de troubles cognitifs dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'autres types de démence. Donc, dans le cas de cette dame, je pense qu'il faut voir en fait l'ensemble de ses habitudes du sommeil dans leur ensemble et pas simplement que les réveils, c'est-à-dire quel est aussi son confort de nuit, les lumières, les bruits, pourquoi exactement elle se réveille, combien de temps elle met pour se rendormir. Donc, il y a une analyse personnalisée en fait à faire à chaque fois, puisque par exemple, rien que pour les éveils nocturnes, les causes peuvent être multiples d'un individu à un autre. Donc, ce qui est très important, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui a été mis en place et comment
on peut, avec des leviers un peu spécifiques, modifier justement ces mauvaises habitudes du sommeil. Mais sur les réveils nocturnes, il y a souvent beaucoup d'inquiétudes justement de se réveiller plusieurs fois et de ne pas savoir se rendormir. Et donc, du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Merci Audrey. Une question qui revient du coup. Les participants se demandent comment faire pour stimuler un bon sommeil. Quelles sont les étapes clés, les remèdes pour avoir un sommeil du coup réparateur? Alors, il y a plusieurs recommandations et d'ailleurs, il y a des recommandations de la Haute Autorité aussi de santé. Il y a plusieurs éléments. D'abord, des éléments, on va dire, de contexte, de rituel de sommeil. C'est très important d'avoir, par exemple, des choses tout à fait, qu'on pourrait considérer comme un peu naïves, mais le fait d'avoir un lit confortable, d'avoir une pièce aérée, de ne pas avoir ni bruit ou le moindre bruit possible, absolument pas de lumière, donc enlever aussi tout ce qui est diode, ne pas regarder des écrans ou de la lumière bleue avant de se coucher. Avoir des rituels, c'est-à-dire un rythme aussi. Aller coucher plus ou moins à la même heure, se lever plus ou moins à la même heure. Il y a aussi des éléments qui sont très importants, qui sont des éléments de lumière et d'activité physique, on en parlait tout à l'heure, mais ça permet aussi d'instaurer un rythme et finalement de ne pas inverser non plus le manque d'activité dans la journée et finalement un bon sommeil la nuit. Plus vous arrivez à dissocier l'aspect veille et l'aspect sommeil, plus votre sommeil sera de bonne qualité. Donc, c'est un peu multiple. Il n'y a pas de solution, on va dire, miracle. En tout cas, nous, ce qu'on recommande, c'est d'abord de travailler sur cette hygiène du sommeil avant d'avoir la prescription, on va dire, facile de traitements de type hypnotique ou benzodiazépine ou qui peuvent, en fait, faussement, en tout cas, ça va vous faire dormir, mais ça ne va pas forcément induire un sommeil de bonne qualité. Alors, une question très intéressante, puisqu'on parlait jusque-là du sommeil nocturne, mais qu'en est-il des siestes? Sont-elles importantes et à partir de quel âge? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge à prioriser. On sait que de toute façon, l'ensemble de la quantité de sommeil sera la même. Elle varie assez peu avec l'âge. Donc, si vous dormez moins la nuit, vous allez tendance à à faire des siestes en fait dans la journée. Les siestes peuvent être 1 à 2 siestes. Souvent, les personnes âgées ont tendance à faire une sieste en fin de matinée et puis en postprandial après le repas. Mais des siestes vraiment réparatrices sont des siestes de 20 minutes sur lesquelles vous optimisez en fait votre sommeil profond et puis le sommeil paradoxal. Donc, c'est vraiment ces moments-là qu'il faut prioriser. Les siestes qui durent 3-4 heures, ça inverse complètement les rythmes et du coup, vous allez vous coucher beaucoup plus tard et avoir un retard de phase. Donc ça, c'est très délétère pour le rythme du sommeil. Audrey, une dernière question. Une personne qui, du fait de réveil nocturne, prend une plante adaptogène qui s'appelle l'ashawanga et elle se pose la question de savoir si cela va influencer la qualité de son sommeil. Alors, je n'ai pas connaissance d'études spécifiques avec cette plante qui analyse la qualité du sommeil de manière spécifique. Après, si de toute façon, ça lui permet un rendormissement rapide et que la totalité de son sommeil soit de plus de 7 heures, ça lui permet déjà de ne pas être insomniaque toute la nuit. Mais après, il n'y a pas d'analyse scientifique par rapport à cette plante et à la qualité du sommeil. Merci beaucoup Audrey. Je vais maintenant passer la parole à Gaëlle Chetla qui va nous parler ce soir du bien-être à la fois physique et mental et de son importance sur la maladie. Bonjour à tous, merci Magali. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de compléter cette séance en parlant des aspects dont on parle souvent moins,
mais dont on reconnaît de plus en plus l'importance, qui sont les facteurs psycho-affectifs et en fait qui regroupent les facteurs tels que le stress, la dépression, l'anxiété, etc. On sait qu'on a une population vieillissante et donc c'est important, puisqu'on recule, on vit de plus en plus âgé, que l'on vise de plus en plus âgé en bonne santé. Or, les principales conditions qui vont venir dégrader la qualité de vie alors qu'on prend de l'âge, eh bien, sont la dépression, avec 10 à 15%, qui va toucher 10 à 15% des plus de 65 ans. Les problèmes de sommeil, on vient d'en parler, jusqu'à 50% des plus de 65 ans se plaignent de leur sommeil avec l'impact qui vient de vous être décrit. Et puis les démences, le déclin cognitif qui va toucher environ 10% des personnes de plus de 65 ans. Et on peut, comme on a essayé de vous le démontrer à travers les différentes interventions, intervenir sur ces risques. Par exemple, des études qui nous ont été présentées ont montré qu'on pouvait réduire le nombre de cas de maladie d'Alzheimer dans le monde en réduisant certains facteurs de risque. Donc ça, c'est des estimations, comme on l'a dit, qui sont basées sur des études observationnelles épidémiologiques et qui montrent que si on réduit de 25% différents facteurs de risque, on peut diminuer un certain nombre de cas de maladie Alzheimer. Par exemple, en réduisant de 25% la faible éducation, on pourrait réduire de 1,5 million le nombre de cas de malades d'Alzheimer. En réduisant de 25% les personnes qui fument, 1 million. En réduisant l'inactivité physique, encore 1 million. La dépression, presque 1 million. Et les facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension, diabète, obésité, encore 1 million. Donc voilà, un impact très significatif sur le nombre de cas de maladie d'Alzheimer. Vous avez déjà vu aussi ce schéma qui récapitule les facteurs de risque majeurs tout au long de la vie. Et ici, ce que je voudrais vous montrer et qui va particulièrement nous intéresser, c'est les facteurs de risque dans ce qu'ils appellent late life, qui correspond en fait aux personnes qui vont avoir plus de 60 ans. Donc à partir de 60 ans, quels vont être les facteurs les plus importants? Vous voyez qu'on retrouve le fait de fumer, la dépression, et puis l'inactivité physique, l'isolement social et le diabète. Donc, ce sont les facteurs qui ont particulièrement une importance particulière alors qu'on prend de l'âge. Donc, on va parler de dépression, mais il y a d'autres facteurs liés aux émotions qui vont avoir un impact. Et même si ces facteurs ne sont pas encore reconnus comme étant des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer, parce qu'on a peu de travaux et peu de recul par rapport à ces facteurs, eh bien, on a cependant des éléments d'études qui montrent leur importance. Par exemple, les émotions négatives ou le neurotisme qui correspond à la tendance à faire l'expérience d'émotions négatives, eh bien, augmenterait le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et puis, le fait d'avoir des pensées négatives récurrentes. C'est en fait un concept qui inclut à la fois les pensées négatives dirigées vers le futur, qui correspond en fait aux inquiétudes, mais aussi vers le passé, ce qu'on appelle les ruminations. Eh bien, quand on mesure cette tendance à avoir des pensées négatives récurrentes, eh bien, on montre qu'il y a une corrélation entre cette tendance et des marqueurs de la maladie d'Alzheimer qu'on a mentionné plus tôt, qui sont les marqueurs amyloïdes et les marqueurs tau. Donc, plus on a de pensées négatives récurrentes, plus on a de ces marqueurs amyloïdes et tau mesurés dans le cerveau ou dans le liquide céphalorachidien. Également, il a été montré que les personnes ayant un haut niveau d'anxiété seraient plus à risque de développer une maladie d'Alzheimer par rapport aux personnes ayant un faible niveau d'anxiété. Et enfin, concernant le stress, alors il y a plusieurs formes de stress, bien sûr, il faut ici faire attention à ce dont on parle, mais on sait qu'en tout cas, le stress, de façon prononcée, va avoir, via les hormones du stress, un impact négatif sur certaines structures du cerveau, comme l'hippocampe, qui est une structure importante pour la mémoire, qui est une structure fragile, qui est fragilisée dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Et cette fragilité de l'hippocampe est à risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et donc, l'ensemble de ces données suggèrent qu'également, il faut limiter la présence d'un stress accru et prononcé et qui dure dans le temps.
On a beaucoup de données sur la dépression, je l'ai mentionné auparavant, et on voit ici également différentes courbes qui montrent tout simplement que le risque de développer la maladie d'Alzheimer, ou alors ici le déclin cognitif, va être d'autant plus élevé que on a davantage de facteurs de dépression. Et puis, on a parlé évidemment des problèmes de sommeil, mais si j'en reparle ici, donc dans la présentation précédente par Audrey, vous avez vu donc que les problèmes de sommeil étaient importants dans ce contexte. Et à la fois parce qu'ils sont un facteur de risque de maladie Alzheimer, mais aussi parce que la maladie Alzheimer pourrait s'accompagner de modifications du sommeil, et donc on est dans un cercle vicieux. Et ces problèmes de sommeil, ils sont en fait liés aux facteurs dont je vous parlais avant, émotions négatives, anxiété, stress, dépression, et bien sûr sont associés à des problèmes de sommeil. Ces facteurs de risque donc interagissent les uns avec les autres et pour créer un cercle vicieux qui ensemble, chacun et ensemble, produisent un déclin cognitif, augmentent les risques de maladie d'Alzheimer, mais aussi sont également associés à une diminution du bien-être et de la santé mentale des personnes alors qu'elles prennent de l'âge. Donc ces facteurs vont avoir tendance à augmenter dans le vieillissement pour certains. Et donc la question ici, c'est vraiment de peut-être se poser la question de si on peut essayer de réguler par des techniques de prévention le stress et les émotions. Comme vous l'a dit Philippe Amouyel lors de sa présentation, c'est pas facile de montrer un impact et que l'on peut vraiment agir, parce que pour ça, il faut des études interventionnelles qui vont proposer une intervention et mesurer si réellement on réduit les risques de maladie d'Alzheimer. Donc, la plupart de ces données vont être basées sur des études où on mesure les risques dans des populations qui ont différents degrés de ces différents facteurs, différents degrés d'émotions négatives, de stress, de dépression, etc. Et on va regarder dans ces différentes populations si elles ont plus ou moins de risques de développer une maladie d'Alzheimer. Mais c'est différent de se dire qu'on peut renverser la balance, inverser la balance et proposer qu'en diminuant ces facteurs, on réduise les risques. Et donc, on manque de données interventionnelles, de données d'essais cliniques qui vont justement regarder si réellement on peut faire la différence en réduisant ces facteurs. La méditation, c'est en fait une stratégie d'entraînement mental. Ça regroupe en fait une famille de techniques d'entraînement mental qui vont permettre la régulation à la fois attentionnelle mais aussi émotionnelle. Et ces stratégies de régulation émotionnelle et attentionnelle vont être développées dans différents buts, et notamment pour développer le bien-être et l'équilibre émotionnel. Donc, comme j'ai dit, il existe plusieurs formes de méditation, et le plus souvent dans les recherches scientifiques, on va proposer des pratiques séculaires de méditation de pleine conscience. Donc, la méditation de pleine conscience, ça correspond au fait de cultiver une conscience vigilante de ses propres pensées, de ses actions, de ses émotions, et également de ses motivations, et de cibler directement les capacités de régulation de l'attention et des émotions. Donc ça, c'est particulièrement important dans le contexte du vieillissement. On vient de voir que les émotions et la régulation des émotions étaient particulièrement parfois mises à l'épreuve, mais en tout cas importantes dans le cadre du vieillissement. Et c'est également le cas de la régulation de l'attention, puisque au cours du vieillissement, eh bien, on observe fréquemment une diminution des capacités attentionnelles. Une autre forme de méditation qui est particulièrement recommandée dans le cadre du vieillissement, ce dont on pense d'après des experts dans ce domaine, c'est la méditation compassion-bienveillance qui, là, vise à cultiver la bienveillance et l'acceptation de soi et des autres, et est vraiment plus directement, cible plus directement la régulation des émotions et la construction de schémas mentaux positifs dans le cadre notamment des émotions.
On sait que la méditation a un impact positif sur la cognition. Donc, différentes études, pas forcément dans le vieillissement, dans différents cadres ont montré que la méditation pouvait augmenter les capacités attentionnelles, ce qui est logique par rapport à ce que je vous disais. Ça correspond à un entraînement mental visant à augmenter les capacités attentionnelles ou en tout cas de régulation attentionnelle, mais également la mémoire. Et de façon intéressante, l'attention et la mémoire sont deux fonctions cognitives qui ont tendance à être fragilisées alors qu'on prend de l'âge et au cours de la maladie d'Alzheimer. La méditation va moduler certaines régions cérébrales, augmenter l'activité ou le volume de certaines régions cérébrales. Et ces régions, comme les régions ici frontales ou limbiques, sont des régions qui vont être importantes, par exemple, notamment pour la mémoire, pour la régulation des fonctions, pour l'attention. Eh bien, ces régions-là sont ici des régions fragilisées dans le vieillissement et donc dont on a particulièrement intérêt, envie de protéger ou auquel on veut offrir une réserve. On vous a parlé de la réserve cognitive. On a aussi une réserve cérébrale et on a envie de booster cette réserve cérébrale. La méditation aurait également un impact sur l'activité des télomérases. Les télomères, en fait, c'est les extrémités ici représentées en rouge des chromosomes. Et ces extrémités ont tendance à s'altérer alors qu'on prend de l'âge. Les télomérases, ce sont des enzymes qui vont venir protéger l'extrémité des télomères. Et certaines études suggèrent que la méditation pourrait stimuler l'activité de ces télomérases et donc ainsi freiner l'altération des télomères alors qu'on prend de l'âge. Et enfin, de nombreuses études ont montré un impact positif de la méditation, cette fois sur directement le stress, l'anxiété, la dépression, sur l'insomnie également, sur le sentiment de solitude et l'exclusion sociale, qui sont des notions qui ont vraiment tout leur sens pour le bien-être dans le vieillissement. J'ai cité également une étude qui fait le lien avec la deuxième présentation que vous avez eue, qui montre également que la méditation pourrait avoir un impact bénéfique sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Dans le laboratoire, on a recueilli des données préliminaires qui montrent effectivement un impact suggéré positif sur certaines régions cérébrales qui ont tendance à être altérées alors qu'on prend de l'âge. Donc, vous voyez ici, cette première ligne en haut, elle montre les régions en rouge qui ont tendance à être particulièrement vulnérables alors qu'on prend de l'âge. Et puis, dessous, vous avez une comparaison de ces mêmes régions entre des méditants experts, c'est-à-dire des personnes qui ont médité toute leur vie, par exemple comme Mathieu Ricard, qui ont plus de 60 ans, et des personnes qui ont le même âge mais qui n'ont pas médité. Vous voyez en jaune les régions qui vont être mieux préservées chez les méditants experts, et en bleu celles qui sont mieux préservées chez les contrôles. La dernière ligne représente ces différences qui sont significatives, et donc ce qu'on voit ici, c'est premièrement que les différences concernent toutes des régions qui sont mieux préservées chez les méditants experts. Elles concernent également des régions qui sont particulièrement fragilisées avec l'âge, donc c'est intéressant de voir qu'elles sont mieux préservées chez les experts âgés. Et puis des régions ici, insula antérieure, cortex singulaire postérieur, etc., qui sont importantes pour la mémoire, l'attention et dans le cadre du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer. Donc, il reste à montrer un impact positif de la méditation dans une étude interventionnelle. C'est ce qu'on se propose de se faire dans ce gros projet européen où on propose d'essayer d'évaluer directement l'impact d'un entraînement à la méditation sur la santé mentale et le bien-être dans une population âgée. C'est un projet européen, donc on a plusieurs partenaires européens qui vont être impliqués, des partenaires français, des partenaires suisses, belges, anglais, espagnol, allemand. Et puis, chacun va avoir son expertise dans ce projet. Il y a plusieurs études. Je parlerai juste de cette étude plus particulièrement ici à droite, qui vise à regarder plus principalement l'impact de la méditation. Et vous voyez qu'on va recruter 137 personnes qui ont un certain nombre d'examens du cerveau, de leur sommeil. On a parlé d'actimétrie, de polysomnographie, des tests également comportementaux, des examens sanguins. Ils vont être ensuite répartis au hasard dans 3 groupes. Un groupe qui va méditer, un groupe contrôle actif qui va bénéficier d'une intervention d'apprentissage de l'anglais que l'on
et dont on a aussi beaucoup de données pour penser qu'il aurait un impact positif dans le cadre du vieillissement. Et puis un groupe sans intervention, groupe passif, contrôle. Et ces interventions vont durer 18 mois, au terme desquels on va reproposer l'ensemble des mesures précédentes. Voilà, un projet qui donc, est mené par toute une équipe que je tenais à mentionner ici. Merci pour votre attention et je suis ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Gaëlle. Une première question. Est-il possible pour tout le monde de méditer ou y a-t-il des prérequis pour être capable d'effectuer la méditation? Donc, merci pour cette question. La méditation, c'est vraiment considéré par toutes les personnes qui en parlent ou qui l'enseignent, par une pratique qui est vraiment accessible à tous. C'est facile, c'est un entraînement mental qui est accessible à tous. Après, il y a deux choses. Premièrement, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont réticentes et c'est pas une obligation. Il y a plein de façons, on a vu, de prendre soin de soi et voilà, tout le monde n'est pas obligé de méditer. Si on le souhaite, par contre, c'est accessible à tous. Il y a des contre-indications qui sont rares, mais je ne vais pas forcément toutes les citer, mais c'est des cas un peu extrêmes. Par exemple, il y a des cas de risques qui sont apparus dans le cas de situations de retraite avec des méditations extrêmes. Et donc, lorsque les personnes souhaitent, ils postulent pour faire une retraite de méditation, par exemple de méditation intensive pendant 1 mois ou 10 jours, eh bien, il y a certaines questions qui leur sont posées pour vérifier que les personnes ne rencontrent pas ces facteurs de risque. De la même façon, en fait, il y a des programmes qui sont standardisés, par exemple, le programme MBSR, c'est pour Mindfulness Stress Based Reduction. Donc, un programme de méditation de pleine conscience visant à réduire le stress sont des programmes vraiment standardisés sur 8 semaines, à raison d'une séance par semaine, plus des petits exercices à faire tous les jours, qui sont traduits dans toutes les langues. Il y a des formateurs qui sont vraiment des enseignants qui suivent les mêmes formations, etc. Et de la même façon, on va vérifier par un questionnaire individualisé, un entretien individualisé, que les personnes ne rencontrent pas les facteurs de risque qui pourraient être associés à des risques dans le cadre de la méditation. Mais voilà, ceci étant mentionné, c'est vraiment une pratique qui est facile et accessible à tous et qui, au-delà de la prévention de la maladie d'Alzheimer, également permet de cultiver le bien-être mental. Merci Gaëlle. Une autre question. Peut-on considérer qu'une personne optimiste a moins de risques du coup qu'une personne pessimiste? Alors, c'est une bonne question. Je pense que de la même façon que mes collègues, on est toujours très prudent parce que c'est vraiment difficile en fait de dire ça. Donc, on a tous présenté la même étude. C'est une étude publiée dans une grosse revue qui a fait des analyses statistiques qui ont été très, très contrôlées, etc. et qui donc permettent de dire que les facteurs de risque qu'on a cités sont des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Je vous ai présenté une étude qui montre que le neuroticisme, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment beaucoup de pensées négatives, était associé à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qui suggère qu'effectivement, si à l'opposé, on est plutôt optimiste, on a plutôt tendance à cultiver des émotions positives et à voir les choses positivement, eh bien, on a moins de risques. Mais là encore, c'est à prendre avec précaution pour 2 raisons. Je pense qu'on n'a pas encore assez de travaux pour le certifier. Et il y a besoin vraiment d'avoir des études cliniques qui prennent des personnes, les répartissent au hasard dans des groupes, dont un qui va être entraîné à cultiver des émotions positives. Et dans ce cas-là, on sera en mesure, et si ce groupe-là a moins de risque de développer la maladie d'Alzheimer, va avoir moins tendance à développer cette maladie, eh bien, on pourra se permettre de dire que ça protège, mais on n'en est pas là. Si je peux me permettre de compléter ce que vient de dire Gaëlle, donc c'est une étude qui a suivi plus de 4000 personnes pendant 4 ans et qui a regardé en fait le déclin cognitif. Vous savez, cette espèce de vitesse là que je vous ai montré de pente, le déclin cognitif est ralenti d'environ 30% à peu près. Donc c'est les chiffres qu'on attend. En effet, il n'y a pas d'élément objectif, comme disait Gaëlle, il faudrait faire un essai sur la maladie d'Alzheimer elle-même.
En revanche, on a des échelles qui permettent de quantifier l'optimisme. Ça, c'est un élément qui est important. Ça vaut le coup de les voir parce que vous vous rendrez compte quels sont les éléments qui participent de l'optimisme et ceux qui participent du pessimisme. Mais c'est des éléments qui vont dans le sens de meilleures relations sociales et de développement du réseau social. Parce que quand on est optimiste, souvent, le développement d'un réseau social est beaucoup plus facile que quand on l'est moins. Donc, c'est beaucoup de facteurs. Mais globalement, dans notre vie quotidienne, c'est quelque chose qui peut être utile. Alors, une autre question concernant le stress et l'anxiété. Donc, une personne nous indique éprouver un fort stress et une forte anxiété. Cette personne a un statut génétique ApoE4 et elle se refuse à prendre des tranquillisants. Donc, elle se demande si elle a raison ou tort par rapport à ce choix. Et elle indique qu'elle ne peut plus pratiquer la méditation pour des raisons de santé. Est-ce juste, ou en tout cas, est-ce une bonne chose de ne pas prendre de tranquillisants dans cette situation? Alors peut-être, Philippe, tu pourras t'exprimer. Moi, de mon côté, ce que je veux dire, c'est que je pense que pour le bien-être mental, c'est bien de trouver une façon de réduire ce stress important, cette anxiété importante. Pas uniquement pour les risques de conversion, de déclin cognitif, mais aussi pour un bien-être mental. Donc je pense que c'est quelque chose qui est crucial. La meilleure façon de le faire, ça, c'est peut-être aux médecins traitants d'aider à la trouver. Si la méditation n'est pas appropriée pour une raison ici qui nous est pas connue, il y a peut-être d'autres techniques non médicamenteuses qui peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété, qu'elles soient psychologiques ou parfois par le sport ou parfois, voilà. Donc ça, c'est la réponse que je voulais apporter. Si Philippe, tu veux compléter concernant précisément le traitement. Ce qui concerne les traitements, en fait, je crois que il faut recadrer les choses. Audrey a fait un petit message là-dessus dans le chat aussi. Je crois que ce qui est important quand on parle de facteurs de risque associés à un médicament de type antidépresseur ou anxiolytique, ce sont d'abord certains types de médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs. C'est des médicaments à longue durée de vie, c'est-à-dire qui restent longtemps dans votre sang une fois que vous l'avez absorbé, généralement de l'ordre de 2 à 3 semaines. Et qui permettent également de réduire l'anxiété. Donc, elles ont réellement une indication, ils sont réellement utiles. Mais ce qui se passe souvent, c'est que quand elles sont indiquées, quand on les prend parce qu'on a une période difficile, une dépression, ça arrive à tout le monde, on les prend, généralement, malheureusement, on les conserve dans sa pharmacie et on a une petite tendance à les utiliser. Donc, en fait, c'est souvent l'automédication, souvent pour des produits qui ont des durées d'action qui sont longues, et c'est souvent pour des prises qui dépassent 5 semaines en continu, hors contexte médical. Quand il y a une indication, ces médicaments, que ce soit anxiolytiques ou antidépresseurs, sont importants dans la mesure où ils sont donnés sous suivi médical, puisqu'ils vont justement, comme le disait fort justement Gaël, vous libérer d'un certain stress et d'une certaine anxiété. De là à ne pas les prendre complètement, oui, il faut les prendre, mais sous indication médicale. Si je peux également compléter la question, il faut savoir qu'on en parlera lors d'un autre webinaire sur la susceptibilité individuelle, ce qu'on appelle le risque génétique. On en a tous une certaine partie. Il y a certaines personnes qui font malheureusement des formes graves de Covid justement à cause de ces susceptibilités, d'autres qui ne les font pas. C'est un peu la même chose pour la maladie d'Alzheimer. Or, en termes de prévention, on se rend compte que parce qu'on peut exactement déterminer le risque de ces personnes à partir de cette estimation de la susceptibilité. Elles ont un risque qui est quand même plus élevé. On se rend compte que ces personnes, souvent, lorsqu'elles font une prévention plus poussée et plus intense, ont de meilleurs résultats que des personnes qui sont moins à risque. Il y a un effet dose. Donc, ce que l'on conseille en général sur des gens qui ont des profils génétiques particuliers, comme par exemple celui qui a été évoqué par Magali il y a quelques instants dans la question, le fait de faire de la prévention, en particulier de la prévention cardiovasculaire, parce que ce facteur de risque joue aussi sur le risque cardiaque, est un élément important, là encore, du retard d'apparition de symptômes si jamais ils devaient apparaître dans votre vie. Alors, j'ai 2 autres questions. Est-ce qu'on pourrait demander à Audrey et à, oui, absolument. et à Olivier de venir nous rejoindre là sur la scène pour pouvoir répondre tous en même temps aux questions? J'ai juste 2 petites questions encore qui concernent la présentation de Gaël. Une première, c'est sur la disponibilité d'applications mobiles, du coup, pour effectuer la méditation. On cite en particulier Petit Bambou et Manatata, qui sont des outils a priori disponibles.
peut-on considérer que ces outils que l'on trouve sur les applications sont bénéfiques? Et enfin, est-ce qu'on peut considérer que l'hypnose, par le fait que cela influe sur nos émotions, pourrait être une piste? Alors, je vais répondre à la première question qui reprend également la question comment on peut apprendre à méditer de façon effective. C'est un entraînement mental. Pendant qu'on fait cet entraînement mental, on peut faire ce qu'on veut dans notre tête, on peut avoir plus ou moins bien compris les consignes et être plus ou moins bien dans la bonne direction. Et donc, il y a une chose qui est très importante, je pense, quand on rentre dans l'apprentissage, qu'on commence la pratique de la méditation, c'est à un moment ou à un autre de pouvoir échanger avec un enseignant expérimenté. Et ça, c'est important parce que l'enseignant expérimenté, il pose des questions pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment on a compris, comment ça s'est passé pour nous dans notre tête et dans notre corps. Et il s'assure qu'on est sur la bonne voie. S'il voit que peut-être on a besoin d'une reformulation, il va le reformuler à notre façon. Si on n'y arrive pas, on a le sentiment de ne pas y arriver pour une raison ou une autre, alors il va nous dire ce qui est important, mais ce qui ne l'est pas, ce sur quoi, par exemple, on s'est fixé, mais qui n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, c'est une chose cruciale. Il y a plein d'applis qui sortent, parce qu'il y a eu aussi un phénomène de mode. Je ne suis pas là pour dire quelle appli est bonne et quelle appli n'est pas bonne, mais je pense qu'il faut, faire attention quand même, se méfier, essayer de se renseigner sur ce qui semble le plus abouti, mais aussi et surtout essayer à un moment ou à un autre et rapidement de commencer sa pratique en pouvant échanger en direct avec des experts, des enseignants expertisés de la méditation pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Voilà, donc juste un petit mot, puis après je pensais bien qu'on fasse sur la discussion générale concernant l'hypnose. Il y a souvent des questions de comparaison entre l'hypnose et la méditation. Il y a aussi beaucoup de différences. Je n'ai pas le temps ici d'exprimer tout, mais je pense que quand on parle des facteurs psycho-affectifs, et c'est un peu ma réponse à la question de la personne précédente, il y a des techniques qui conviennent à certains et d'autres qui répondent mieux à d'autres techniques, et l'hypnose peut, pour certains, aider à réguler certaines phobies ou certaines émotions négatives qui peuvent être néfastes. Et donc, à partir du moment où ça marche sur ces personnes-là, eh bien, c'est une bonne chose. Donc, voilà, oui, l'hypnose peut aussi être un outil pour peut-être améliorer l'état mental de ça. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question justement qui va permettre de réélargir le débat. À partir de quel âge la prévention est-elle efficace? Et y a-t-il un âge où c'est trop tard? Alors, il n'y a pas d'âge où c'est trop tard, parce que on a certains collègues américains qui, chez des gens qui commencent à avoir des petites pertes cognitives, leur imposent des régimes intenses de prévention, et qui disent qu'apparemment, ils obtiennent une réduction de la vitesse de perte de ces fonctions cognitives. Maintenant, quand commencer? Je peux demander à chacun si vous pouvez couper vos micros quand vous ne parlez pas. Merci. Donc, alors, quand commencer? C'est ça la question. Vous savez, quand on a 25 ans, on a l'impression d'être au summum de sa forme, c'est très difficile de convaincre quelqu'un de suivre des mesures de prévention. En général, le moment un peu crucial, c'est quand on arrive vers 45 ans et qu'on commence à oublier les noms propres. Souvent, les gens arrivent en disant voilà, docteur, j'arrive plus à retenir les noms propres, j'ai sur le bout de la langue. Alors, généralement, ça revient, c'est tout à fait normal, c'est des choses qu'on oublie la plupart du temps en premier, parce vous avez vu la courbe de baisse des fonctions cognitives normale, elle est un peu chez tout le monde. On a un peu un ralentissement de nos fonctions cognitives avec l'âge. Généralement, c'est un moment assez propice, parce que les gens sont un petit peu inquiets, pour essayer de passer des messages de prévention. C'est aussi, et je passerai peut-être la parole à Olivier, un moment important, parce que on s'est rendu compte que les facteurs de risque cardiovasculaire qu'a présenté le professeur Hanon, c'est des facteurs dont l'impact est d'autant plus fort qu'ils surviennent au milieu de la vie et qui ne sont pas pris en charge. Donc, on a souvent cet impact de l'hypertension qui a commencé à 45 ans ou à 50 ans, qui n'a pas été traité. C'est des éléments qui renforcent le risque d'accroissement de la maladie d'Alzheimer. Donc, moi, je dirais, c'est à partir de 45 ans quand on a envie de le faire. Il faut une vraie motivation pour de la prévention. Et puis après, il n'y a pas de limite.
Et je pense que c'est également un entraînement qui est important justement pour ne serait-ce que faire fonctionner son cerveau. Le fait de cultiver son capital cerveau, bien sûr, ça vous aide à repousser l'âge du début des symptômes, mais ça aussi, ça vous stimule votre cerveau. Moi, je prends toujours l'exemple il faut toujours être en position d'inconfort avec ses habitudes. Et si par exemple vous êtes droitier, ben, utilisez de temps en temps votre main gauche, ça vous met mal à l'aise, mais vous verrez, vous allez faire des progrès et ça va augmenter la malléabilité de votre cerveau. Donc, voilà pour l'âge. Je vais réinsister sur l'hypertension parce que tu as raison, Philippe. L'hypertension artérielle, c'est une pathologie asymptomatique. C'est-à-dire que les gens n'ont aucun symptôme, hein, on ne ressent rien du tout. Donc, si on ne l'a pas recherchée, on ne la retrouve pas. Et pourtant, elle fait des dégâts de façon très importante au bout de 20 ans d'hypertension artérielle. Et il est montré, hein, les données de Santé publique France montrent qu'il n'y a que 50% des gens en France qui sont bien contrôlés pour leur hypertension artérielle. Donc ça veut dire si on était à plus que ces 50%, qu'on arriverait à 50% ou même idéalement à 90%, dans 20 ans, on aurait beaucoup moins de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est absolument majeur de se rendre compte vers l'âge de 45-50 ans, est-ce qu'on est hypertendu ou pas, hein? On peut maintenant acheter des petits appareils et se mesurer sa pression artérielle. Et si les chiffres ne sont pas normaux, vraiment la prendre en charge. Traiter l'hypertension artérielle, ça peut d'abord être justement faire de l'exercice physique, hein, manger sainement. Et puis si ça ne suffit pas, prendre des médicaments. Mais il faut absolument avoir des chiffres de pression artérielle en dessous de 140-90. On a vu, c'est actuellement l'un des moyens les plus efficients pour retarder la survenue d'une maladie d'Alzheimer. J'ai vu également passer dans le chat 2 questions. Je ne sais pas si on y a répondu sur la consommation d'alcool et de stupéfiants. Je crois que les produits qui abîment le cerveau, on avait vu l'aspect protéger votre cerveau, il est fragile. Tous les produits qui passent par notre sang, qu'on absorbe et qui finissent par passer par notre sang, normalement, quand ils sont toxiques, sont protégés, ne passent pas au niveau du cerveau à cause de cette barrière protectrice. Malheureusement, cette barrière protectrice est abîmée avec le temps, avec 3 facteurs. Le premier, c'est l'alcool. L'alcool pris de manière chronique abîme la barrière hémato-encéphalique, donc facilite l'entrée d'autres produits toxiques que l'alcool en étant lui-même. Les stupéfiants, quels qu'ils soient, il n'y a pas de drogue douce pour le cerveau. L'exemple même qu'elles passent la barrière, c'est qu'elles ont un impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Et le troisième, c'est le tabac. Le tabagisme chronique à la longue altère cette barrière hémato-encéphalique au-delà de tous les problèmes cardiovasculaires qu'il implique. Il y avait une deuxième question, je ne sais pas si on a pu répondre directement, c'est sur le stress et la maladie d'Alzheimer. D'une manière générale, il faut savoir que le stress a été conçu pour que notre espèce humaine survive et s'adapte. Hein. Quand vous étiez 50 000 ans en avant, allez chercher votre pitance quand vous étiez des chasseurs-cueilleurs et qu'à ce moment-là, un tigre à dents de sable surgissait d'une grotte et vous courez après, votre système de stress qui vous a permis de survivre, c'est-à-dire qui génère des catécholamines, qui vous rend tout d'un coup très vif et très intelligent, beaucoup plus rapide, qui vous coupe vos circuits d'excrétion, vous permet de survivre. Donc ça, c'est un stress aigu qui est très important et qui sert justement à stimuler le cerveau. Vous savez, c'est ces personnes qui sont en recherche de doses d'adrénaline, qui créent même une dépendance et qui n'entraînent pas nécessairement d'atteinte cérébrale. Le stress dont on parle, il a bien été mesuré par beaucoup d'équipes anglaises en particulier, c'est le stress à bas bruit, au long cours, sur lequel vous n'avez pas d'action. Généralement, on considère que les chefs d'entreprise, les hommes très occupés, les hommes politiques sont des gens très stressés, très à risque. Non, ils ont beaucoup moins de risques que le reste de la population. Ils ont en effet beaucoup plus de stress, mais ils peuvent gérer leur stress comme ils veulent. Ce stress à bas bruit, ils peuvent s'en débarrasser, ils peuvent ne pas en tenir compte. Quand vous êtes dans d'autres conditions, je ne sais pas, vous êtes sous la dépendance d'une hiérarchie complètement abrutie qui vous donne des ordres dont vous savez très bien qu'ils sont totalement inadaptés, mais contre lesquels vous ne pouvez rien faire, cette espèce de conflit entre ce que vous pensez devoir faire et ce qu'on vous impose de faire va générer un stress à bas bruit qui va vous empêcher de dormir, qui va modifier votre état au réveil, et tous ces éléments à la longue vont avoir un impact. Donc, il faut bien différencier les types de stress. En effet, certains stress qui sont souvent associés à ce qu'on appelle une inflammation générale de notre organisme sont à l'origine non seulement, bien sûr, de maladies d'Alzheimer, mais de maladies cardiovasculaires, les favorisent, et également de vieillissement accéléré. Voilà, c'est 2 petites réponses que j'ai vu passer dans le chat.
Alors, il y a des questions qui concernent les effets des champs électromagnétiques sur la maladie et aussi les effets des traitements contre le cancer. Alors, je peux peut-être répondre sur les traitements, sur les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui a montré un quelconque effet sur les troubles des fonctions cognitives. Il y a certaines équipes qui travaillent sur l'utilisation des champs magnétiques pour resynchroniser un certain nombre de cellules cérébrales, pour améliorer les apprentissages, pour réduire la douleur, et dont on pense qu'ils pourraient avoir un effet bénéfique sur la mémoire. Alors, c'est des champs spécifiques avec des cases particuliers qui sont des ondes, qui émettent des ondes électromagnétiques. Donc, pour l'instant, on n'a pas vu d'effet négatif dans ce domaine. Peut-être Audrey ou Olivier pour les anticancéreux. Alors, moi, je ne connais pas beaucoup. Il n'y a pas d'études spécifiquement pour l'action sur la maladie d'Alzheimer, a priori. Hein. Non, moi, j'en ai pas vu. Il y a un impact quand même de certains traitements pour les troubles cognitifs de manière générale, mais pas spécifiquement par rapport à l'Alzheimer. Après, il y a certaines molécules anticancéreuses qui favorisent les maladies cardiovasculaires et donc par le biais pourraient activer, mais il n'y a pas d'action directe sur les neurones. Alors, 2 petites questions sur le sommeil. Une personne qui demande si l'on supprime totalement les apnées du sommeil en mentionnant qu'elles sont en partie naturelles, est-ce que ce n'est pas néfaste? Et quels sont les spécialistes que l'on peut consulter lorsqu'on a justement des difficultés avec le sommeil? Alors, il y a des spécialistes, il y a une surspécialisation du coup dans le cadre du sommeil, on appelle ça les somnologues. Ils ont en fait une spécialisation dédiée, ça peut être des neurologues, des gériatres, des médecins même généralistes qui ont cette spécialisation. Donc, il faut simplement regarder voilà, et trouver les personnes qui, proches du domicile, peuvent répondre à ces éléments. Après, de toute façon, pour le syndrome d'apnée du sommeil, il n'est pris en charge et traité que lorsqu'il y a une indication, c'est-à-dire un nombre suffisant enfin en tout cas potentiellement important d'apnée qui peut induire des difficultés à la fois au niveau cardiaque et au niveau neurologique. Donc, on ne traite pas une apnée, par exemple. Hein, on traite au bout d'un certain seuil d'apnée par patient. Oui, en effet, on a tous un certain nombre naturellement d'apnées, mais il y a 2 facteurs, c'est leur durée et c'est également leur répétition dans la nuit, sont souvent associés au ronflement. Et ce qu'on voit, c'est que la correction, l'appareillage des apnées ramène au niveau du risque de la population. Il ne vous guérit pas, il ne vous protège pas spécifiquement, mais il vous ramène au risque de la population générale. Écoutez, je vous remercie, il est 19h02. Je voudrais d'abord remercier tous nos intervenants, Gaël Chetla, Audrey Gabel, Olivier Hanon, Magali Dumont, pour l'organisation de ce webinaire. Je voudrais également remercier Marion Ravenot, que vous ne voyez pas, mais qui gère et organise ce webinaire à merveille pour que tout ça soit fluide. Merci Marion, tu nous entends, je sais, tu nous vois. Pour vous dire également que certains d'entre vous ont demandé les diaporamas, mais on a encore mieux que ça, c'est qu'on a enregistré ce webinaire et que vous allez le retrouver très rapidement sur notre site web www.fondation-alzheimer.org. Vous pourrez le revoir dans son intégralité. On a également un certain nombre de questions que l'on a reçues auxquelles on n'a peut-être pas répondu. On va se replonger dedans et on vous amènera des réponses là encore sur notre site web. Et vous avez encore quelques secondes pour répondre à notre sondage, savoir si on vous a convaincu qu'il était possible de retarder le début de la maladie. Là, vous êtes 14 à avoir répondu et tous ont dit oui. Vous avez tous dit oui. Donc, on espère que ce séminaire, ce webinaire vous aura plu. On vous donne rendez-vous donc dans un mois, c'est-à-dire le 4 mars. On parlera des mécanismes fondamentaux dans les cellules qui expliquent l'évolution de cette maladie d'Alzheimer. On a fait des progrès absolument fantastiques dans ce domaine, sur le même mode. Venez vous inscrire nombreux, parlez-en à votre entourage. Il y a un dernier point que j'ai oublié, c'est de me présenter. Je m'appelle Philippe Amouyel et je suis le directeur de la Fondation. Je suis par ailleurs professeur de santé publique. Et puis, dernier point, apparemment, on ne sera pas reconfiné ce week-end parce que
Vous avez été très sérieux, vous n'avez pas été écouté l'allocution de notre Premier ministre qui passait à la même heure. Malheureusement, c'est tous les jeudis. J'espère qu'on n'aura pas à être confronté à eux trop souvent. Donc, merci à tous. Je vous propose passer une excellente soirée et puis je vous propose qu'on se retrouve soit sur notre site web si vous voulez avoir des précisions. Vous pouvez aussi nous laisser des messages sur les adresses du site web, on y répondra. Et bien sûr, si vous avez trouvé ce séminaire intéressant, on peut se revoir le 4 mars avec grand plaisir pour nous. Merci à vous, passez une très bonne soirée et puis à jeudi dans un mois.